Bonjour. Bien, il nous reste dans le cadre de cet exercice 10 à répondre aux autres questions. La question 4, on vous demande de déterminer le coefficient de détermination R carré. J'ai tous les éléments pour faire le calcul. J'ai déjà déterminé la somme de carré de l'expliqué, la somme de carré du total. Voilà, donc je l'ai déjà déterminé auparavant. Je vous rappelle dans la question, je pense, la question 2, on a déterminé la somme des carrés des résidus, la somme des carrés de l'expliqué et la somme des carrés du total et les données. Je peux faire une simple application numérique pour que je puisse déterminer R carré, comme vous le voyez, 85%. Et l'interprétation, on peut dire que, puisqu'il y a une question qui est posée, même si vous n'avez pas la constante, est-ce qu'on peut interpréter, ou bien est-ce que le R carré, le coefficient de détermination, est-ce qu'il est interprétable ou non? La réponse est oui. Les 85%, je peux dire que les trois variables exogènes, x1, x2 et x3 expliquent environ 85% de la variable endogène y de t. Donc voilà pour la question 4. Pour la question 5, on vous demande est-ce que, par exemple, le fait de considérer un modèle, comme là, on a déjà traité ce genre de questions dans les exercices précédents, on vous demande, puisque vous avez déjà un modèle complet avec trois variables exogènes, on a un modèle complet avec trois variables exogènes, x1, x2 et x3, vous avez x1, x2, x3, la question, on vous demande est-ce qu'il y a une possibilité de considérer uniquement un modèle avec une seule variable, voilà. Est-ce que je peux considérer uniquement ce modèle ou bien je vais considérer le modèle avec trois variables. Donc je vais comparer, est-ce que je vais utiliser ce modèle ou bien je vais utiliser ce modèle. Donc il faut comparer. Ça veut dire, est-ce que l'ajout des deux variables x2 et x3, est-ce qu'ils vont améliorer ou non le modèle? C'est la raison pour laquelle je vais passer par, comme je l'ai précisé auparavant dans les autres exercices, par le test de Fisher. C'est un test qui va me permettre de répondre à cette question. Autrement dit, je dois tester les deux hypothèses alternatives suivantes. H0, la somme de carré de l'expliqué est égale à la somme de carré de l'expliqué 1. Ça veut dire ça, c'est le modèle avec une seule variable. C'est ce qu'on appelle le modèle restreint avec une seule variable contre le modèle complet avec les trois variables. Ça veut dire ici, s'il n'y a pas de différence, voilà, ici, il faut bien comprendre, la formulation de cette hypothèse. Il faut bien la comprendre. Si vous acceptez H0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme du carré de la variance expliquée du modèle complet est égale à la variance expliquée du modèle restreint. Autrement dit, le pouvoir explicatif du modèle complet avec les trois variables égale au pouvoir explicatif avec un modèle restreint. Ça veut dire le fait de rajouter x1 et x2 ne vont pas améliorer le modèle. Il vaudrait mieux considérer un modèle avec une seule variable exogène. Sinon, dans l'hypothèse alternative H1, dans H1, si jamais il y a une différence, et certainement, s'il y a une différence, ça veut dire si vous rajoutez des variables, la somme du carré de l'expliqué du modèle complet, ce sera plus que la somme du carré de l'expliqué avec un modèle restreint. Ça veut dire que x2 et x3 vont améliorer la qualité du modèle. C'est la raison pour laquelle on va essayer de passer par le test de Fisher, c'est le test approprié pour faire pour répondre à cette question, ou bien pour mener à bien ce test d'hypothèse. Voilà, la formulation de f calculée, f de Fisher, c'est la somme des carrés de l'expliqué, du modèle complet, je l'ai déjà déterminé auparavant, moins la somme du carré de l'expliqué du modèle restreint, divisé par k moins k, c'est-à-dire divisé par la différence entre le degré de liberté des deux modèles. Ici, vous avez k, c'est-à-dire 3, ici vous avez 3, et ici vous avez 1. Donc k moins 1 est égal à 3 moins 1 est égal à 2. D'accord? Et sur la somme du carré c'est-à-dire du résidu pour le modèle complet divisé par n moins k. Faites attention, on travaille toujours sur un modèle sans constante. Donc vous avez n moins k. Dans l'autre exercice, on a fait n moins k moins 1. Voilà, k est égal à 3 et pour le modèle restreint est égal à 1. Mais j'ai un problème ici. On n'a pas la somme du carré de l'expliqué du modèle restreint. Ça veut dire le modèle avec une seule variable. Mais
je vous rappelle, selon les données de l'exercice, en vous posant cette question, on vous donne de faire le fait de rajouter des variables, etc. Et on vous donne la matrice X transpose X. Donc faites attention, comme je l'ai bien rappelé au début de l'exercice, il faut bien faire la différence entre X transpose X moins 1, ça c'est déjà la matrice, elle est inversée, alors comme vous le voyez ici, la matrice n'est pas encore inversée, c'est X transpose X. Donc nous avons cette matrice, on va l'utiliser pour que je puisse déterminer la somme de carrés de l'expliqué pour le modèle restreint. Donc voilà pour cet exercice. Donc j'ai un problème concernant f calculé. Je n'ai pas la somme du carré de l'expliqué. Mais comment je vais la déterminer à travers les données que j'ai. Donc vous avez un modèle restreint, ça veut dire tout simplement vous allez considérer une seule variable, comme vous le voyez. Et vous savez très bien, l'estimateur du moindre au carré, c'est toujours x transpose x moins 1, for x transpose y. Mais faites attention, nous avons mis ici l'indice, on a mis, comme vous le voyez, l'indice 1. 1, ça veut dire quoi? Le 1 que vous avez ici, donc le 1, ça veut dire que vous avez utilisé une seule variable exogène. D'accord? Vous avez utilisé une seule variable exogène. Voilà, ou bien vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà fait dans le modèle de régression simple, mais puisque nous avons la forme matricielle, donc je vais la garder. Et vous avez donc j'ai déjà l'estimateur de bêta chapeau, voilà, l'estimateur de bêta chapeau, et je vais à travers donc la matrice x transpose x sur des données centrées. Comme vous le voyez, donc vous avez la forme de la matrice x transpose x et vous avez la matrice de x transpose y. Juste une petite indication avant de passer à autre chose. La matrice x transpose x, il faut bien comprendre comme quoi, si jamais vous avez une seule variable, vous aurez uniquement dans la matrice x transpose x, vous aurez uniquement cette quantité. Ça, c'est pour une seule variable. D'accord? Il faut bien revoir les équations normales, ça uniquement pour une seule variable. En principe, on doit rajouter la constante, puisque nous travaillons sur des données centrées, la constante a été éliminée. Mais si jamais vous travaillez sur deux variables exogènes, donc je vais utiliser ces deux informations. Cette matrice 2 fois 2. Donc ça, c'est une matrice 1 fois 1, c'est un scalaire. Ici, vous avez, c'est pour 2, si jamais vous avez x1 et x2. Et si vous avez, par exemple, x1, x2, x3, je vais utiliser l'intégralité de la matrice x transpose x. Donc, faites attention. Donc, moi, je travaille sur une seule variable. Donc, je vais utiliser uniquement cette quantité. Donc, je vais utiliser uniquement 1,37. Voilà donc bêta chapeau, partant de là, bêta chapeau, x transpose x moins 1, x transpose y. Pardon, j'ai oublié, c'est le même raisonnement pour x transpose y. Si jamais vous avez une seule variable, donc pardon, si vous avez une seule variable pour x transpose x, je vais utiliser uniquement ça. Je vais utiliser uniquement ça, c'est pour une seule variable. Si jamais vous avez deux variables, donc je vais utiliser la matrice 2 fois 2, d'accord? De même pour x transpose y, comme vous le voyez, d'accord? Et si jamais vous avez trois variables exogènes, le modèle complet, donc je vais utiliser l'intégralité de la matrice. Donc voilà, donc je vais utiliser l'intégralité. Donc faites attention, puisque je travaille sur une seule variable exogène, donc je vais utiliser uniquement cette valeur et cette valeur. Ça, elle représente x transpose x, cette valeur, elle représente x transpose y. Donc une fois que nous avons bien localisé les données sur les valeurs sur lesquelles on va travailler, on va passer à l'application numérique, donc bêta chapeau, x transpose x moins 1, etc. C'est 1, 37, 3, 5, 5, 7, mais il faut la porter moins 1. Autrement dit, le langage algébrique, c'est 1 sur cette quantité. Fois 10, voilà, x transpose y est égal à 7,30. Donc 7,37, donc 7,37, cette valeur,
est égal, c'est quoi? C'est bêta chapeau 1. Et je peux par la suite déduire la somme du carré de l'expliqué comme je l'ai fait auparavant. On sait très bien que la somme du carré de l'expliqué, ce n'est rien d'autre que y chapeau transpose y chapeau, ça sert de données centrées, ou bien je vais utiliser comme je l'ai fait auparavant cette formule. Donc cette formule, c'est la formule de la somme de carré de l'expliqué comme je l'ai fait auparavant. Et comme vous le voyez, bêta chapeau est égal à 7,30, ça je l'ai déterminé auparavant, fois x transpose y fois 10 est égal à 73,7. Donc 73,7, c'est ce que je cherche, c'est la matrice x transpose, c'est la somme de carré de l'expliqué. Partant de là, donc je vais remplacer chaque terme par sa valeur dans la formule de f calculée. Si je remplace, il faut bien faire attention au degré de liberté. Ici, c'est k moins k, c'est-à-dire la différence entre le nombre de degrés de liberté pour le modèle complet et restreint. 3 moins 1, c'est 2. Et ici, vous avez n moins k, 50 moins 3, c'est 47. On a trouvé f calculé est égal à 85,96. Autrement dit, à comparer avec f lu sur la table de Fisher, avec 2 et 47, on a trouvé 3,2. Donc, on va accepter H1. Autrement dit, si on accepte H1, ça veut dire que X2 et X3 améliorent la qualité du modèle. Donc, je vais rejeter H0. Donc, je vais retenir X2 et X3. Bien. Relativement à la question 6, la question qui porte sur l'objectif de cette séance, les prévisions. Donc voilà, les prévisions, je commence toujours, comme je l'ai précisé auparavant, par la prévision ponctuelle. N plus 1, Y chapeau 51, j'ai déjà fait les estimations, j'ai fait les tests, etc. Donc les variables sont significatives, etc. Donc Y chapeau 51, je vais remplacer la matrice R. Je vous rappelle qu'on a déjà donné dans l'exercice les valeurs de chaque variable exogène pour les périodes 51. Voilà, sont là, donc 3, moins 1 et 4 pour x1, x2 et x3. Je vais les remplacer pour que je puisse déterminer l'estimateur ponctuel y chapeau 51 est égal à 1 moins 2. Donc voilà, ça c'est l'estimateur. Il faut l'interpréter comme étant c'est la valeur prévue de la variable endogène, mais de point de vue ponctuel, c'est-à-dire la prévision ponctuelle. Mais la prévision par intervalle de confiance avec un risque de 5%, la forme, vous connaissez donc la forme, c'est Y51 plus ou moins à partir de l'intervalle Y chapeau 51 plus ou moins T alpha sur 2 sigma, ça c'est l'écart type de la variance, l'écart type de l'erreur de la prévision, auparavant, il faut déterminer à quoi est égale la variance de l'erreur de la prévision. La variance de l'erreur de la prévision, sa formule, comme nous l'avons déjà démontré dans l'exercice, je pense, 8, c'est la variance, l'estimateur de la variance résiduelle multiplié par R fois x transpose x moins 1 fois R transpose plus 1. Je connais la matrice, donc R toujours, c'est comme je l'ai déjà bien précisé dans l'exercice, c'est les données que vous avez sur les variables exogènes. Donc R est égal à 3, moins 1 et 4. Donc 3, moins 1 et 4. Il faut bien faire attention dans le cadre de cet exercice, comme quoi dans la matrice R, je n'ai pas introduit le terme constant. J'ai considéré R, comme vous le voyez, R, c'est R c'est 3 moins 1. Donc, contrairement à l'exercice précédent, j'ai commencé par 1. Pourquoi? Parce qu'il y a la constante. Donc faites attention ici, on n'a pas le terme constant. Il faut bien faire attention à cet élément-là. Donc R, comme vous le voyez, je n'ai pas considéré 1. Je vous rappelle que l'exercice précédent, on a déjà mis la valeur de 1. Donc voilà pour
le reste, une fois que vous faites l'application numérique, on va trouver que la variance de l'erreur de la prévision est égale à 16,79. Il faut passer à l'écart type. Après, je pense que pour la valeur de t, nous avons bien démontré comme quoi que cette quantité, puisque le terme de l'erreur, il suit, donc je vous rappelle que le terme de l'erreur, il suit une loi normale de moyenne 0 et de variance, donc voilà, donc ça va, et de la variance comme je peux déduire l'écart type. Si vous centrez, si je centre, je centre, je réduis donc c'est-à-dire l'écart type de l'erreur, je vais définir une loi normale centrée réduite, mais une fois que vous remplacez sigma par son estimateur, je vais définir une loi de student avec n-k, une loi de student avec n-k, j'ai oublié, pardon, ici, c'est n-k, uniquement n-k, et non pas n-k-1, uniquement n-k. D'accord, ça, c'est une statistique qui suit une loi de student à n-k et non pas n-k-1. Voilà, sur la table, toujours, on peut l'approcher par la loi normale parce que nous avons 47, 1,96. Si je remplace chaque terme par sa valeur, voilà, comme vous le voyez, y chapeau 51, nous l'avons déterminé est égal à moins 2. Le t alpha sur 2, c'est 1,96 fois l'écart type. Si je remplace chaque terme par sa valeur, je vais trouver cet intervalle, comme je peux l'interpréter comme étant, on aura 95 chances sur 100 pour que la valeur prévue de la variable endogène pour la période 51 soit comprise entre les deux valeurs. Donc voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance afin de développer d'autres exercices.